Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Un Pixel Près. Je m'appelle Thomas Carnisser et aujourd'hui je suis en compagnie de Damien Auchier et de Benjamin Rolland de Bigger Inside. Vous représentez une entreprise qui travaille dans le jeu vidéo mais avec on va dire quelque chose de très particulier puisque vous êtes un petit peu spécialiste de la réalité virtuelle. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment Bigger Inside travaille, mais c'est surtout c'est quoi Bigger Inside ? Donc effectivement, Bigger Inside fait de la réalité virtuelle. Donc si j'explique rapidement ce qu'est la réalité virtuelle, donc ça va être une technique qui permet à des personnes de s'immerger dans un univers modélisé en 3 dimensions ou éventuellement filmé à 360 degrés, mais initialement en 3 dimensions grâce à des dispositifs comme des casques de réalité virtuelle qui ressemblent en gros à des masques de plongée mais avec des écrans à l'intérieur. Donc ils vont permettre de reconstituer l'image en 3 dimensions et donner donc la sensation à l'utilisateur qu'il se trouve totalement dans le monde virtuel, que ce soit un jeu vidéo comme une expérience immersive en 3 dimensions ou filmée à 360 degrés. Donc ça permet vraiment d'être à l'intérieur de l'expérience. Et pour travailler là-dessus, c'est vraiment très différent d'un jeu vidéo. À quel point, en fait, il faut adapter ça justement sur ce support ? Justement, il y a beaucoup de problématiques de développement. Du coup, Damien, il va vous en donner quelques-unes. Alors c'est vrai qu'effectivement, nous on fait du jeu vidéo en réalité virtuelle. C'est pas le seul genre d'application qu'on peut faire, mais effectivement, nous on va faire du jeu vidéo. Et il est vrai que c'est un petit peu comme faire du jeu vidéo classique, mais avec en plus un appareil spécifique qui est le casque de réalité virtuelle et qui pose ses propres contraintes particulières. Ça complexifie un petit peu le développement, on va pas se mentir, mais ça permet d'aller plus loin dans l'immersion et de faire des choses qu'on pourrait pas faire autrement. Et là, justement, vous avez travaillé déjà sur plusieurs choses, notamment un jeu en particulier que vous avez testé, retesté, etc. Un jeu qui va s'imposer dans la réalité virtuelle mixte. Oui, on peut dire ça, c'est-à-dire qu'en fait c'est un jeu que l'on peut pratiquer en allant dans des salles dédiées. C'est-à-dire que vous pouvez pas jouer à ce jeu-là à la maison. En fait, ça se joue dans des salles de jeu, un peu comme les labyrinthes de Laser Game. Vous avez en fait une fusion entre un labyrinthe physique réel, pour ceux qui ont fait du laser game, donc des parois en bois qui constituent un labyrinthe dans lequel vous pouvez vous déplacer sur plusieurs centaines de mètres carrés pour donner un ordre d'idée, de grandeur. Et en fait, nous, ce qu'on va faire, c'est que les joueurs vont se déplacer en portant leur casque de réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas le monde réel. On a fusionné le monde virtuel, en tout cas les informations de décors en 3 dimensions virtuelles, on les a fusionnées avec les décors réels, c'est-à-dire qu'en gros, quand vous allez vous approcher d'un mur physique, un mur qui existe vraiment, vous, ce que vous allez voir dans le jeu, c'est un univers de science-fiction, etc. Mais il y aura en tout cas un obstacle, une paroi qui correspond à la position de la paroi réelle, histoire de ne pas se prendre au mur. Parce que on aime bien rigoler, mais il y a des gens qui n'ont pas d'humour. Hein. Donc du coup, on a préféré faire une correspondance entre réel et virtuel. Ça permet en fait plusieurs choses. On a fait ça pourquoi ? Pour avoir en fait déjà permettre du déplacement libre des joueurs, c'est-à-dire qu'en gros, vous vous déplacez en marchant, en courant, en tout cas vous vous déplacez naturellement, comme vous le feriez dans la vraie vie, ce qui fait que vous n'avez pas cette sensation de nausée qu'on peut avoir par exemple dans des expériences assises, où par exemple vous jouez à un jeu vidéo où il y a un déplacement rapide parce que vous êtes dans un vaisseau spatial, ou vous faites déplacer un personnage, vous êtes assis. Votre cerveau perçoit pas, votre oreille interne ne perçoit pas de déplacement, votre système visuel vous dit ça bouge, le problème c'est que le cerveau il sait pas interpréter ces 2 informations contradictoires et il vous donne la nausée. Il sait pas réagir autrement, donc Oui, ça fait partie de justement ce qu'on explique notamment dans les inconvénients de la réalité virtuelle, ce qui était d'autant plus vrai en fait sur les premiers casques où effectivement il y a une évolution technique dont on pourra potentiellement parler, mais du coup effectivement oui, la réalité virtuelle on lui a attribué quand même pas mal d'inconvénients, que ce soit le prix en fait à l'entrée ou que ce soit justement cette fameuse nausée. Et donc du coup vous avez solutionné ça
par l'accès en salle d'un matériel qu'ils n'ont pas acheté et par justement cette mixité. Tout à fait. D'une part, effectivement, ça permet d'avoir un premier rapport à la réalité virtuelle sans avoir à faire un investissement dans du matériel, de la même manière qu'on irait faire n'importe quel autre loisir, un escape game, cinéma et autres. Ça se joue entre amis. Et en plus, il y a ce côté, il n'y a pas besoin d'être un gamer à l'aise avec un clavier souris ou un joystick, puisque vous allez vous déplacer et interagir naturellement dans le jeu en fait. Et donc le côté réalité mixte, pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment le fait de fusionner des éléments réels, physiques, avec des éléments virtuels. Alors la réalité mixte, ça existe dans notre cas où on utilise la réalité virtuelle. Dans la réalité augmentée, c'est aussi de la réalité mixte. C'est un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on vient rajouter des informations virtuelles dans un monde réel. Nous, on rajoute des éléments réels dans un monde virtuel. C'est de la réalité mixte, tout ça. Et si vous êtes Apple, vous pouvez lui donner un autre nom, parce que vous pouvez, quand vous êtes Apple, renommer les choses. Vous appelez ça du spatial computing. Mais en fait, c'est de la réalité mixte et ça existe depuis maintenant longtemps. En tout cas, nous, on fait ça depuis 2018. Oui, puisque du coup, souvent, effectivement, il y avait le AR, VR, oui, pour réalité augmentée en anglais et réalité virtuelle. Et du coup, effectivement, la réalité augmentée, c'est je prends mon téléphone, je filme un truc et ça projette en fait sur mon écran de téléphone des choses qui potentiellement en plus peuvent interagir avec le décor. Tout à fait. Là où en réalité virtuelle, c'est vraiment moi qui plonge dans ce monde virtuel. Tout à fait. Où je peux interagir. Et donc effectivement, dans cette technologie-là, on est sur quelque chose. Alors, tu as évoqué déjà le fait que Damien avait quelques difficultés techniques. Alors, pas lui personnellement, dans la vie en général. Hein. Mais effectivement, on est sur quelque chose de compliqué à mettre en œuvre techniquement, justement, pour faire ne serait-ce que la partie virtuelle dans un premier temps. Pour comparer ça avec déjà faire un jeu vidéo, c'est pas simple. Il faut comprendre que la plupart des gens s'imaginent faire un jeu vidéo, ça va être cool, on va jouer toute la journée. Non. Faire un jeu vidéo, c'est quand un jeu vidéo sort, c'est un petit miracle à chaque fois. Parce que y a plein de choses à prendre en compte, des questions de performance, des questions visuelles, des questions de gameplay, des questions de réseau. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est très complet comme genre de développement. Il y a beaucoup de très beaux développements après, de très beaux jeux qui sortent et qui ne trouvent pas leur public parce que derrière ça a peut-être été mal commercialisé ou il y a eu un petit engrenage qui s'est pas bien passé quelque part. Donc c'est vraiment un petit miracle à chaque fois que ça sort. Et techniquement, pour réussir à faire un jeu qui marche, c'est déjà pas simple, mais rajouter en plus du matériel de réalité virtuelle, ça va complexifier la vie du développeur parce que les tests vont s'en trouver plus compliqués parce qu'il faut se mettre en situation pour tester réellement la réalité virtuelle. On ne peut pas regarder le résultat de son travail uniquement sur son écran parce qu'on va vouloir interagir avec, on a des contrôleurs, on doit tourner la tête, il se passe des choses hors champ. On ne peut pas se rendre compte de tout ça si on ne met pas le casque sur la tête au moment où on teste. Et donc ça vient rajouter un peu de friction lors du développement et ça rallonge les temps d'itération. Et donc tout ça, ça fait que le développeur va mettre peut-être un petit peu plus de temps avant de débugger, de trouver les problèmes et d'arriver au résultat final qu'il voulait obtenir. Nous, on s'est quand même positionné sur ce... Bon, déjà, sans refaire tout l'historique, on s'est intéressé à la réalité virtuelle dès le début, dès que les premiers Oculus sont sortis, parce qu'on était un petit peu geek et on voulait un petit peu tester ce matériel. Et on s'est vraiment rendu compte, même déjà à l'époque, de l'intérêt de cette technologie. Et simplement, à l'époque, c'était vraiment très, très, très rudimentaire. On n'avait même pas de contrôleur pour pouvoir interagir avec les objets. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a commencé, nous, de notre côté, à créer un contrôleur alternatif, en fait, une combinaison de capture de mouvement pour pouvoir s'immerger à l'intérieur du monde virtuel et pallier au manque de la technologie à cette époque-là. Entre-temps, la techno a bien évolué. Il est sorti un nombre incroyable de casques depuis. Il y a pas mal de problématiques qui ont été corrigées. Nous, on s'est adapté, on a suivi le mouvement. Et aujourd'hui, on a un jeu qui permet de réaliser cette fusion entre le réel et le virtuel. Mais comme à l'époque, on avait vraiment cette ambition en fait de dire on se déplace vraiment pour de vrai dans des espaces réels, on a en plus rajouté une couche de complexité supplémentaire qui est de dire il faut que les gens puissent se déplacer dans des grands espaces librement. Ce qui n'arrive pas la plupart du temps quand on joue un jeu en VR à la maison. On va télécharger le jeu, on va s'installer dans son canapé et puis se téléporter d'un point à un autre. Nous, on a rajouté en plus cet aspect-là de pouvoir se déplacer librement dans de grands espaces. Ça amène tout un lot de contraintes parce que pour tester, faut avoir un grand espace pour tester que ça fonctionne bien.
Comme en plus c'est un jeu multijoueur, il faut qu'on ait des gens sous la main pour pouvoir faire une partie à plusieurs. Sinon, ça fait une demi-partie. C'est pas vraiment l'idéal pour tester en conditions réelles. Donc tout ça mis bout à bout, c'est vrai qu'au final, on a un jeu qui permet de faire des choses qu'on ne retrouve pas dans la plupart des jeux classiques qu'on va trouver sur Steam. On va avoir de l'interactivité en réel avec d'autres joueurs qui sont en face de nous et qui se déplacent pour de vrai. Et ça permet d'intégrer des mécaniques de gameplay qui sont rares finalement dans les jeux classiques et qu'on a pu intégrer dans notre jeu à cause de ses spécificités. Grâce du coup. Grâce. Mais oui, parce que justement, tu amènes un point qui est assez intéressant. On avait eu à l'époque du Montpellier In-Game Ubisoft Montréal avec sa branche recherche et développement qui était venue parce que justement eux à l'époque ils travaillaient vraiment, alors ils travaillent toujours mais sur la réalité virtuelle et en fait ils recherchaient activement à recruter des gens qui connaissent un peu le jeu vidéo pour pouvoir tester leur jeu et leur proto, parce qu'en réalité leur prototype, le problème c'est que eux finissaient par trop s'habituer finalement à la réalité virtuelle et du coup en fait la sensation de nausée elle était absente même quand ça pouvait être provoqué sur un grand nombre de gens. Est-ce que vous aussi à un moment donné vous vous êtes senti juste entre guillemets trop habitué à la réalité virtuelle? Alors en fait c'est pas juste les problématiques de sensation de nausée, parce que alors pour le coup nous il y en a pas, personne en a parce que tu te déplaces vraiment. Je dis c'est pas un argument commercial, c'est intrinsèque en fait au principe de se déplacer pour de vrai. Évidemment pendant les tests quand les choses étaient pas au point, j'étais souvent le cobaye d'ailleurs, forcément tu subis des trucs et tu t'y habitues. C'est qu'une partie en fait des raisons pour lesquelles il te faut d'autres personnes. C'est comme dans n'importe quel jeu en fait, où les personnes qui conçoivent les jeux sont pas les meilleures personnes pour les tester derrière. Les personnes du coup ont besoin pour prendre du recul, on a besoin de faire tester à des gens en fait qui connaissent pas du tout l'expérience, surtout que ça me permet de rebondir sur un point que je voulais évoquer. Damien a pas mal parlé de contraintes de développement, mais en fait sur le design même du jeu, on va pas designer un jeu en réalité virtuelle de la même manière qu'on design un jeu classique, puisque les interactions ne sont pas du tout les mêmes. La focalisation de l'attention des joueurs ne se passe pas de la même manière non plus sur un jeu qu'on va appeler flat, donc pour le grand public et sur écran classique. Vous avez l'attention qui est sur votre écran, donc il n'y a pas le choix. Si vous voulez pouvoir jouer, à un moment donné, si vous regardez ailleurs, ça ne va pas bien se passer. En réalité virtuelle, vous pouvez regarder à 360 n'importe où. Et ça, vous ne pouvez pas physiquement, en tout cas, empêcher le joueur de regarder n'importe où. En plus, nous, on rajoute le fait qu'on ne peut pas empêcher le joueur de physiquement se déplacer partout, sauf évidemment à travers les murs. Mais s'il a envie de se balader dans le labyrinthe, s'il a envie de passer à travers, par exemple, une porte qui a un champ de force, mais qui est traversable, on ne pourra pas physiquement l'en empêcher. Donc il faut trouver des moyens détournés dans les mécaniques de jeu, d'une part pour attirer l'attention du joueur là où il faut, mais avant même ça, d'y exposer les mécaniques de jeu pour qu'ils les comprennent. Dans notre cas, en plus, en quelques minutes, puisque c'est un endroit dans lequel on se rend, on va jouer, la partie va durer une vingtaine de minutes, on a quelques minutes pour leur expliquer, on ne peut pas faire comme dans les jeux classiques, où vous allez progresser petit à petit dans le jeu, découvrir des mécaniques petit à petit, on vous balance rarement tout. Certains jeux le font, le principe c'est d'ailleurs de comprendre comment le jeu fonctionne, c'est un style de jeu aussi, mais en général quand même on vous prend gentiment par la main, on vous apporte les choses petit à petit, histoire que vous les digériez, ça se passe sur plusieurs niveaux, des fois plusieurs heures même avant d'avoir tout. Là nous c'est en quelques minutes, il faut que les gens aient tout compris. Et donc ce qui est compliqué clairement, c'est de s'assurer via un panel suffisamment différent de personnes de voir ce qui marche et ce qui marche pas, parce qu'on s'est vite rendu compte que clairement on peut être persuadé que ça marche, que ça ne marche absolument pas, et des choses qui sont sur lesquelles on n'aurait pas parié marchent extrêmement bien. Donc ce qu'on a fait tout le long du développement, en fait, dès qu'on pouvait faire des événements, même si le jeu n'était pas du tout terminé, le prototype du matériel n'était pas terminé, dès qu'on pouvait être confronté au grand public, on le faisait. Parce qu'en fait, on se dit que si on n'avait pas fait ça, déjà qu'on a eu des difficultés en le faisant, si on avait attendu de sortir un produit tout fini pour le mettre entre les mains du grand public, mais on serait passé, mais alors je pense, complètement à côté de la plaque. En tout cas, effectivement, c'est assez intéressant, d'autant plus que ça lève des problématiques techniques et de conception de part et d'autre. Ça veut dire que effectivement, si l'attention de la personne, en fait, elle peut être à 360 degrés,
ça veut dire que s'il y a un événement qui doit se passer devant la personne, en fait, en termes de conception, il faut faire en sorte d'attirer son attention, de lui faire comprendre où aller. D'autant plus que, comme vous avez dit, normalement, en fait, j'ai mon casque, je suis dans mon salon, j'ai mes capteurs. Du coup, j'ai mes murs, il faut que je fasse attention à ne pas faire des gestes gigantesques. Aujourd'hui, en termes de technologie, on a les manettes, les contrôleurs qui nous permettent d'interagir. Mais c'est vrai que du coup, ça veut dire que à un moment donné, quand je conçois mon jeu en réalité virtuelle, il va falloir que j'arrive à faire comprendre aux joueurs qu'en fait, c'est à gauche qu'il va falloir regarder de suite et pas à droite. Comment je fais ? C'est là où justement il faut intégrer ça dans le lore, dans le narratif, dans tout le jeu. C'est un peu le problème aussi sur les vidéos à 360. Par exemple, Robert Rodriguez avait rapidement sorti une sorte de court-métrage en réalité à 360 et en fait ça marchait pas parce qu'il l'avait réalisé comme il réalise des films classiques. Il suffit pas en fait de mettre une caméra à 360 et dire je vais filmer le truc. Il y a toute une méthodologie pour à un moment donné s'assurer que les gens vont bien regarder au bon endroit parce que sinon les effets ils tombent complètement à l'eau. Un scare jump par exemple où vous regardez complètement de l'autre côté quand l'espèce de zombie il fait un truc où il se passe quelque chose à droite de quelque chose de furtif par exemple. Si c'est un truc qui vous gueule dessus, vous allez vous retourner évidemment. Mais si des subtilités qu'on a dans certains films, dans certains jeux qu'on va distinguer au loin en fait, vous faites ça en réalité virtuelle sans avoir préparé le terrain, il y a une grosse probabilité pour que le joueur ne le capte pas du tout. Et donc, du coup, après, qu'est-ce qui se passe quoi il va peut-être tourner en rond pendant 1 heure avant de comprendre où il doit aller et donc trouver le jeu nul, tout simplement, parce que ce ne sera pas la faute du joueur, ce sera la faute du designer. C'est vrai que ça a été un point d'attention. On s'est rapidement rendu compte que ça allait être problématique si on s'y intéressait pas avec beaucoup d'attention. Et c'est très intéressant comme sujet. On a essayé plein de choses. Il faut dire que quand on a commencé la réalité virtuelle, c'était quand même relativement nouveau. Il n'y avait pas beaucoup de gens qui avaient déjà débroussaillé le terrain pour dire voilà les bonnes pratiques, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire. Donc on a testé plein de choses. On a testé les feedbacks visuels, les feedbacks auditifs. On a testé la vidéo d'explication avant de commencer le jeu. On a testé le tutoriel in-game. On a testé les tips in-game. On a testé énormément de choses. Donc en gros, pour expliquer un tout petit peu, on est vraiment sur les retours par rapport à ce que je fais, que ce soit visuel ou auditif. Si jamais j'appuie sur un bouton, je vois ce qui se passe ou j'entends ce qui se passe. Et de l'autre côté, effectivement, comme tu dis, c'est entre le tutoriel où on m'explique vraiment pas à pas ce qu'il faut faire, ou les petites astuces en disant si tu appuies là-dessus maintenant, ça peut marcher. Et donc là, vous avez tout testé. Alors, tout ce à quoi on a pensé en tout cas. Voilà, on prétend pas. Mais on peut donner un exemple très concret. Notre jeu, c'est un hero shooter. Donc pour ceux qui connaissent pas, donc on va choisir un avatar qui a des capacités particulières. Et donc c'est en fonction du personnage qu'on va choisir que les capacités vont être déterminées. On ne choisit pas des armes, donc voilà. Un exemple, Overwatch, Hero Shooter ou Valorant. Et du coup, alors, on est sur un jeu où on ne va pas tuer l'adversaire, mais en gros, on va faire baisser son énergie quand on lui tire dessus, jusqu'au moment où vous arrivez à 0 énergie. Et donc, quand vous n'avez plus d'énergie, vous devez retourner dans votre base d'équipe, vous recharger. Donc jusque-là, tout va bien, c'est pas très compliqué. Sauf qu'il y a un feedback qui est important, donc un retour d'information qui est hyper important, c'est « je n'ai plus d'énergie ». Ça peut paraître très très bête, mais vous avez une jauge autour du poignet qui vous montre que vous êtes à 0. Ok, sans se douter que ça suffirait pas, donc on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un effet un peu de glitch, c'est-à-dire que vos bras, votre avatar, vous le voyez, qui deviennent tout d'un coup, ça sautille un petit peu, là, comme s'il y avait un problème, mais carrément, vous voyez un noir et blanc tout d'un coup, avec un fourmillement de l'image, avec une diminution du champ de vision. Avec un changement de musique. À la fin des parties, et même encore, alors qu'on a encore accentué certains points, on avait des joueurs qui nous disaient ce qui est dommage, c'est qu'en fait, il n'y a pas d'information pour nous dire qu'on n'a plus d'énergie. Et là, on leur dit alors, il y a un feedback visuel, auditif, on vous change la couleur, il y a une flèche aussi, pardon, j'ai oublié, il y a une flèche GPS qui apparaît dans l'espace pour vous indiquer votre base, pour aller vous recharger. Enfin, il y a donc une multiplicité des informations. Et pour certaines personnes, ça ne suffisait pas. Certaines nous disaient mais pourquoi vous n'écrivez pas tout simplement vous n'avez plus d'énergie en gros dans le casque. Pertinent. Pertinent. Ça semble en tout cas être pertinent. Sauf qu'en fait, le cerveau humain il est capable d'occulter jusqu'à plus de 80% de ce que vous avez dans le champ visuel si ça le dérange. Donc en fait, on a un compte à rebours en fin de round qui prend à peu près 70 à 80% du champ visuel. Les gens ne le voient pas. Certains ne le voient pas. Parce qu'ils sont
attiré par autre chose à ce moment-là. Si en fait la personne est en train de tirer sur un ennemi ou elle est en train de faire quelque chose et elle est concentrée sur ça, elle est capable de faire abstraction de cette information-là. Donc c'est pas forcément un problème il n'y a pas assez d'informations, c'est quelle information il faut pour captiver ton attention à tout moment, ce qui est très difficile, sachant que tout le monde est différent en plus. C'est-à-dire qu'on a pour le coup des retours qui marchent avec certaines personnes, qui marchent absolument pas avec d'autres, et inversement proportionnel. C'est-à-dire ce qu'on disait régulièrement, notamment quand on a commencé à exploiter notre jeu, déjà nous donner les retours, on les notait, et on leur dit, mais nous ce qu'on fait, c'est qu'on collecte tous les retours, et après statistiquement, on verra là où ça converge. Parce que vous nous dites blanc, s'il faut le joueur d'après, il va nous dire noir. Donc comment on fait, nous ? On ne peut pas savoir. Et en fait, globalement, on choisit la voie du moindre mal, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on sait que c'est impossible, en fait, d'avoir des feedbacks qui marchent à 100% avec tout le monde. Ouais, d'autant plus que ce qui est intéressant, c'est que ça vous pousse dans les retranchements finalement de la partie cognitive du cerveau, de la partie en plus réflexe, où derrière vous vous retrouvez avec déjà la diversité de réflexion, mais en plus de ça, le côté l'être humain est résilient, donc vous lui affichez un message et il est toujours en train d'essayer de finir son action. C'est ça, c'est exactement ça. Ce que disait Damien, les tips, les petites combines en cours de jeu où on rappelle des événements, parce qu'on ne voulait pas donner trop d'informations au tout début, sinon vous surchargez, c'est pareil, c'est trop d'informations tue l'information. Et donc pendant le jeu, il y a des petites choses qui s'affichent pour dire pour ouvrir ça, il faut faire ça, tel mouvement, et on s'est aperçu que le problème c'est que l'action se déclenchait, le tips, la combine s'affiche quand vous regardez à un endroit, sauf qu'en fait si le joueur tout d'un coup a son attention attirée parce que notre joueur pendant la partie lui tire dessus, il détourne le regard, voit pas l'explication, la petite astuce, et passe complètement à côté. Et ça, c'est quasi immaîtrisable. Vous ne pouvez pas savoir le déroulement d'une partie à l'avance, surtout quand vous n'avez aucune emprise sur les déplacements des joueurs, les déplacements physiques, de là où ils vont regarder à tout moment, quoi. Et en plus à ça s'ajoute le fait que vu qu'on est sur le genre du hero shooter, comme dans Overwatch, comme dans Valorant, comme dans certains jeux comme ça, on se retrouve en fait avec chaque personnage de l'équipe qui va avoir des pouvoirs, potentiellement en plus des pouvoirs complémentaires. Mm-hmm. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez avoir des gens qui vont aussi avoir la particularité du pouvoir. C'est-à-dire que leur ressenti va aussi potentiellement dépendre énormément de comment eux ont vécu cette partie. Ah oui, carrément. Donc il faut équilibrer en plus ces pouvoirs entre eux. Oui, alors ça pour la partie... Alors, il y a plein de choses à dire, en vrai c'est super intéressant. Dans un jeu classique, un jeu flat, on va vouloir un hero shooter sur un écran normal, on va vouloir équilibrer les personnages, on va pouvoir le faire de façon plus ou moins simple, c'est le travail du game designer, il va avoir ses outils, il va collecter des feedbacks, etc. La complexité qu'on a nous, c'est qu'on a des corps réels qui incarnent ces personnages. On a des grandes personnes, des petites personnes, des personnes qui courent vite, des personnes qui marchent. On a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise avec leur corps quand elles se déplacent et d'autres beaucoup moins. Et donc, un même personnage va pas s'incarner de la même façon dans le jeu. Et c'est vrai qu'il y a, j'ai l'impression, parfois plus d'affinité, on a plus d'affinité avec tel ou tel type de personnage parce que si on a l'habitude de marcher un peu plus doucement, on va peut-être choisir le tank parce qu'il n'a pas besoin de courir, lui, c'est même plutôt contre-productif. Oui. Il est au bouclier. Voilà, c'est ça, il est là pour s'imposer, pour maîtriser l'espace. Et si au contraire on a plutôt l'attitude de vouloir courir et de tirer dans tous les sens, on va peut-être plutôt choisir un personnage un peu plus offensif, qui va avoir cette capacité-là et pour lequel ce sera intéressant de se déplacer plus vite. Et c'est vrai que si dans le choix initial on se trompe un petit peu d'avatar, de choix de personnage, ça peut être fun quand même à jouer, mais ça sera pas forcément le personnage qui nous convient le mieux. Et ça on peut pas le savoir avant de l'avoir testé finalement. Ouais, puis ça va plus loin que ça. C'est-à-dire que dans la problématique d'équilibrage, notamment dans l'aspect compétitif, dans un jeu comme Overwatch, le tank, il a une vitesse de déplacement donnée. Donc ces caractéristiques, elles sont calculées en fonction de ça. Nous, une personne peut jouer un tank et se déplacer comme une balle dans le labyrinthe. Et donc ça, fallait l'anticiper. De se dire, il faut pas que le tank devienne overkill entre guillemets, parce que le gars il va avoir un bouclier, une arme puissante, mais il va aussi se déplacer ultra rapidement comme un DPS. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est les héros qui vont eux infliger beaucoup de dégâts, damage per seconde, DPS. On a la sainte trinité, vous avez le tank qui est censé attirer les dégâts,
pour que le DPS, qui donc, comme tu l'as dit Benjamin, fasse les dégâts à l'équipe adverse, et on a la personne healer, donc soigneuse, qui va justement normalement soigner le tank principalement pour qu'il puisse continuer à absorber des dégâts. Normalement, c'est la sainte trinité de l'équipe. Et effectivement, oui, si quelqu'un est frêle, va courir de suite et potentiellement arriver très loin dans le labyrinthe sur l'équipe adverse, bloquer l'équipe adverse avec son bouclier, je suppose. Potentiellement des choses comme ça, ce qui fait qu'il a fallu mettre en place des mécaniques pour limiter. On peut pas empêcher les gens de se déplacer rapidement. On peut toujours leur dire ne courez pas, mais alors d'une c'est pas fun, de deux jamais de la vie ils vous écouteront. Donc je me rappelle dans le laser game avant ils vous disaient ne courez pas, ils ont abandonné la plupart. Hein, ça sert à rien de dire ne courez pas. Autant attacher des boulets aux pieds déjà. Et donc on a dû travailler sur le tank pour dire ok, son bouclier par exemple, nous ce qui se passe c'est que c'est un bouclier holographique un peu à la Black Panther, hein. Quand vous vous déplacez rapidement le bouclier diminue, sa taille, sa surface diminue. Donc en fait, si vous déplacez très vite, le bouclier va très peu vous protéger. Et donc il faut chaque fois faire des contrebalancements en fait pour anticiper le fait que la force en tout cas de l'avatar ne va pas être liée uniquement aux capacités physiques du joueur et que ça va surtout pas complètement déséquilibrer le jeu si quelqu'un prend un tank et se déplace super vite. Ou en tout cas qu'il n'y ait pas d'intérêt à jouer le tank de façon en se déplaçant hyper rapidement, etc. Donc ça demande beaucoup de travail, d'analyse, de retour de partie. Et comme disait Damien, dans un jeu classique, vous avez les datas qui remontent sur les joueurs. Nous, le problème qu'on a, c'est que déjà, on n'est pas sur les mêmes volumes. Parce que quand vous avez un League of Legends quand Riot fait une mise à jour, ils ont rapidement des millions de joueurs dessus et des retours qui peuvent permettre statistiquement très vite savoir s'il y a un problème ou pas. Bon, sans parler du fait qu'ils vont vite se faire bâcher s'il y a un problème. Oui, ça c'est encore autre chose, c'est la communauté. Voilà. Mais nous, on n'est pas du tout, c'est pas du jeu en ligne, donc forcément, il faut payer pour jouer, etc. Et donc on organise des playtests parce qu'évidemment, le but est quand même d'anticiper pour que quand quelqu'un paye pour jouer, qu'il prenne plaisir. Donc on organise des sessions, des playtests, etc. Mais on est sur des échantillons de dizaines, vingtaines, centaines de personnes. Pas milliers, millions de personnes. Donc ça pose d'autres problématiques et donc des façons d'appréhender l'analyse en fait de ces données-là, quoi. Et donc aujourd'hui, techniquement et en termes de conception, il y a des salles où on peut jouer du coup à votre jeu. Où est-ce qu'on trouve Bigger Inside? Où est-ce qu'on trouve justement Protocole 223? Alors aujourd'hui, Protocole 223, on ne le trouve pas. Parce que Protocole 223 a subi de plein fouet la Covid, puisqu'on avait ouvert notre salle un mois avant le premier confinement, donc ça a compliqué les choses. Mais il va bientôt revenir. En exclusivité pour Radio Clapas. Donc on peut vous suivre, vous nous suivrons nous. Et par contre, la deuxième expérience qu'on a développée, qui est un peu plus simple que Protocole 223 en termes d'équipement, et qui est jouable au Laser Game d'Odysseum à Montpellier, qui s'appelle Holybot Rising. Donc en tapant Virtual Laser Game, en fait, vous allez tomber sur le site du lieu dédié. Voilà. Donc c'est le même principe, c'est du hero shooter. C'est juste que là, on n'a pas de combinaison de capture de mouvement. C'est-à-dire qu'on a adapté pour les laser games qui ont des contraintes d'exploitation importantes quand même. Il faut qu'ils passent du flux, etc. De bosser pendant 2 ans avec eux, on a compris, on a dit ok, très bien, il y a des choses qu'on pourra faire et qu'on ne pourra pas faire avec des laser games. En l'occurrence, on a adapté au niveau de l'équipement pour que ce soit beaucoup plus rapide à équiper, beaucoup plus simple. On a aussi beaucoup appris, parce que le fait d'être justement confronté à une clientèle très large, là vous n'avez pas que des gamers, vous avez tout le public, d'avoir des maîtres de jeu qui sont pas forcément ingénieurs, ils sont pas développeurs informaticiens, donc il faut aussi qu'ils puissent faire tourner le truc sans avoir à se poser des questions qu'ils ne doivent pas avoir à se poser juste pour exploiter un jeu. Et donc ça permet de simplifier énormément l'expérience pour aller à l'essentiel au niveau du fun et du gameplay. D'accord, donc le laser game d'Odysseum à Montpellier. Oui, tout à fait. Écoutez, avec grand plaisir pour tester ça à l'occasion. Merci beaucoup Benjamin, Damien. Je pense qu'on aura l'occasion de rediscuter un petit peu de réalité virtuelle bientôt à un pixel près. Avec plaisir. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. On vous souhaite une superbe fin de journée.